Si l'informatique était une affaire de ligne de code, ça se saurait. Pourtant, il suffit de mettre 2 devs brillants sur le même projet pour voir qu'il ne suffit pas d'empiler les commits pour que la magie opère. Comme au foot, avoir 11 Zlatan ne fait pas une équipe qui gagne. Parce qu'à un moment, dans une carrière, la technique seule ne suffit plus. Quand tu es déjà un excellent technicien, ce qui fait la différence, c'est ce que tu fais avec les autres. L'empathie, l'écoute, la capacité à aligner des équipes et porter une vision. Mais alors, où s'arrête la technique et où commencent les fameuses soft skills ? Est-ce vraiment une question de génération ou de maturité ? Et surtout, si on n'a pas le même maillot mais qu'on a tous la même passion, jouons-nous tous dans la même ligue ? Pour répondre à ces questions d'humanité, je ne reçois pas Zinedine Zidane, mais il s'y connaît en intelligence collective. Sébastien, bonjour. Salut Bruno. Alors c'est Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Sébastien, est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Oui, je m'appelle Sébastien Deleuze, du coup je suis committeur Spring Framework, c'est-à-dire que je travaille sur le projet Spring Framework, on est 6 et je fais partie des 6 qui bossent là-dessus. Je travaille pour une boîte qui s'appelle Broadcom, qui est une boîte US. Et donc voilà, mon travail c'est de travailler sur le projet open source, de corriger les bugs, de créer des features et de définir la roadmap du projet Spring Framework qui est utilisé par des millions de développeurs Java pour faire plein de back-end dans le monde. Ouais, on est quand même sur un projet non négligeable qui pèse un peu dans le game, comme on dit, quoi. Ouais, on est sur un des plus gros projets open source. Moi, je dis simplement que c'est la chance de ma vie d'avoir pouvoir joindre ce projet. Moi, à la base, je suis sorti de l'INSA, j'ai bossé pour une ESN qui s'appelle Worldline, et du coup, j'ai eu un boulot pendant 10 ans, super intéressant, mais du coup, je bossais pour des clients, d'ailleurs souvent parisiens, faire des sites web pour l'IGN, pour le Louvre, etc. Et donc, on a créé, je crois que ça s'appelle Innovation Labs. C'était un peu un jour par semaine pour bosser sur ce qu'on voulait. C'était inspiré de ce qui se faisait chez Google. Voilà, je faisais partie des gens qui bossaient là-dessus. Et du coup, j'ai créé un projet open source qui étendait Spring. C'était un peu un précurseur de Spring Boot qui s'appelait REST Hub. Et du coup, avec mon collègue Brian Clausel, on s'est fait tous les deux embaucher parce qu'on était repérés sur le net suite à des contributions open source. Donc la création d'un projet open source dans le cadre d'une ESN un peu innovante nous a permis d'intégrer ce projet qui est, pour moi, une chance extraordinaire, quoi. Ce que je trouve un peu fascinant, c'est que quand je t'ai contacté pour te proposer de venir sur le podcast, vu les projets sur lesquels tu contribuais, je m'attendais à ce que tu me proposes un sujet technique, et tu m'as proposé au contraire, alors je vais pas dire tout l'inverse, mais effectivement plus de parler de ce fameux concept de soft skill qui est quelque chose d'important. Et comme on vit effectivement une époque où on a un métier qui est en train de changer, on se dit que peut-être les soft skills c'est un peu l'élément un petit peu dit différenciant. Et donc ma première question pour introduire un peu ce sujet, ce serait quand on bosse sur un projet comme ce Spring Framework, qui est quand même quelque chose qui est utilisé, comme tu le dis, par des millions de développeurs dans des contextes de production, parfois avec des niveaux d'exigence qui sont hyper élevés sur des outils qui peuvent être potentiellement hyper critiques pour des organisations, voire peut-être même pour des systèmes gouvernementaux, santé ou que sais-je. Comment on gère la pression que ça implique de produire un truc qui est utilisé dans de tels aspects ? Au début, on la gère mal. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'avais un peu un syndrome de l'imposteur. Voilà. On va dire que Jürgen Höller, le cofondateur du projet, ou les autres gens de l'équipe, en fait, il faut se rendre compte que c'est des gens que j'allais voir en conférence. J'étais heureux quand j'arrivais à leur parler 5 minutes après le talk pour avoir un peu leur avis. Et donc là, du jour au lendemain, ça devient mes collègues. J'étais habitué à bosser principalement en français. Là, je dois parler couramment anglais avec mes collègues, etc. Et puis, je bosse avec des gens, clairement, qui ont un niveau qui est hyper élevé. Donc, au début, je fais de mon mieux, mais au début, ça pique. Au début, je fais quelques contributions, je me prends des code reviews. Et là, je vois, OK, il va vraiment falloir que j'arrive à élever mon niveau de jeu.
parce que voilà. Et donc au début, il y a le doute. Hein. Au début, je pense que la première année, mon but, c'était pas me faire virer. Et donc, et puis, voilà, il fallait que j'arrive à trouver qu'est-ce que j'allais arriver à apporter à ces gens-là. Des Jürgen Höller, des Rossen, mes collègues qui sont vraiment super balèzes et très seniors. Et donc, j'ai vu que je leur apportais quelque chose, mais déjà, ça a été assez progressif. Il a fallu que je me rassure. On n'a pas tous le même niveau de confiance en nous. Moi, mon niveau de confiance en moi, il était quand même pas hyper élevé quand je suis arrivé dans cette équipe. Et progressivement, j'ai vu que j'arrivais à leur apporter des choses, mais j'arrivais pas. J'ai mis pas mal de temps, plusieurs années, à comprendre qu'est-ce que j'allais pouvoir leur apporter. Et donc, quand tu parles de ce niveau de confiance qui n'était pas forcément très élevé en arrivant dans l'équipe, est-ce que c'était déjà de manière générale, tu avais quand même un peu un sentiment de syndrome de l'imposteur, comme on dit, ou est-ce que ça a été le fait de spécifiquement d'arriver dans cette équipe qui t'a fait redescendre un peu en disant en fait là je suis avec des gens, c'est plus la même ligue, quoi. Ouais. Je pense que dans la vie en général, oui, j'ai quand même cette tendance-là. Dans mon ancien boulot, j'avais réussi à bien progresser, à réussir beaucoup de choses, et donc j'étais quand même assez confiant en moi. Mais là, c'est vrai que du coup, d'arriver dans cette ligue, j'ai un peu, je suis un peu reparti de zéro. Mais voilà, j'ai pas lâché. Je pense que je suis quelqu'un qui est assez passionné sur le point de vue technologique. Donc quand même, c'est vraiment, je pense, une alliance de soft skills qui a fait que ça a bien marché. Et puis cette passion où je pense que intuitivement, je sais où il faut aller. Alors après, j'arrive à le rationaliser, à expliquer pourquoi. Mais je pense que ce qui a pu me différencier de l'équipe est le fait que j'étais pas forcément meilleur qu'eux sur le point de vue technique, en tout cas au début. Mais du coup, j'ai pu leur apporter quelque chose de différent par cette compréhension intuitive de où on doit aller, par exemple. J'ai introduit le support de Kotlin dans Spring Framework, qui est un framework principalement Java. Et donc, j'ai introduit ça parce que voilà, cette techno, elle me semblait super intéressante, null safety, des super features. On est avant Kotlin 1.0, donc on est vraiment sur les phases amont. Voilà, moi j'étais passionné par ça. Je demande à Jürgen, le chef de projet, est-ce que tu penses que je peux creuser ça? Il me dit ouais, creuse et tout, montre-moi, fais ça sur une branche. Je prends 15 jours vers la fin de l'année et je lui montre et il me dit ça a l'air super, go. Et en fait, je pense que c'est ces intuitions-là, cette passion pour la technique, mais c'est pas la technique pour la technique, c'est le fait qu'avec la null safety de Kotlin, on construit des applications plus sûres, que le code est plus concis, qu'on peut faire des trucs sympas. Et la liberté qu'on a de faire ce qu'on veut, alors ça c'est quelque chose que je pense que c'est assez unique, le fait de ne pas avoir un chef qui me dit quoi faire. Je pense que ça a très très bien matché avec moi, ma façon de fonctionner. Et donc voilà, j'arrive avec une idée. Alors des fois j'arrive avec une idée, on me dit désolé Seb, mais ça c'est pourri, on va pas là. Mais c'est quand même assez rare. En général, j'arrive avec une idée, je montre les choses, j'essaie de convaincre l'équipe, et après j'ai carte blanche, et du coup on peut aller là-dessus. Et ça donne quand même le support de Kotlin, ou le support de GraalVM. On a été plusieurs à bosser dessus, mais j'ai poussé fort et j'ai l'idée l'effort. Et du coup, c'est des choses qui sont assez difficiles, mais qui du coup, en insistant pas mal, en se concentrant, en essayant de convaincre un peu l'équipe. Et puis surtout, je pense que je me suis pas mal basé sur mon expérience précédente. C'est-à-dire que même si du coup, ça fait 12 ans que je suis plus développeur qui utilise Spring, je suis toujours ce développeur-là. C'est-à-dire que du coup, je suis passé un peu de l'autre côté de l'écran, mais du coup... je suis toujours ce développeur qui utilise Spring, je suis toujours ce développeur qui veut faire tourner des applications plus vite, moins cher, avec des features sympas, et du coup je pense que j'ai gardé cet état d'esprit. Ok. Ce que tu racontes aussi sur ces échanges avec tes nouveaux collègues, de l'époque, ça montre aussi qu'au final ces gens-là sont certes des stars techniquement, mais ce qui en fait aussi des gens très bons, c'est pas que le fait qu'ils sont bons techniquement, c'est aussi le fait que quand tu es venu les voir en leur disant tiens, ça pourrait être intéressant de bosser ça, ils te disent go, et quand tu viens, tu vois, ils te défoncent pas bêtement et sèchement, au contraire, ils regardent ce que tu fais, ils creusent, ils t'orientent comme il faut. Tu vois, il y a aussi, je pense que ces gens-là, ils sont très bons, pas que parce qu'ils sont très bons techniquement, mais parce qu'eux aussi, en fait, ont un ensemble de soft skills qui est important, quoi. Ouais, ça c'est un point majeur. C'est que du coup, l'équipe que j'ai rejoint, il y a des qualités humaines qui sont vraiment bien, c'est-à-dire qu'ils sont costauds, mais voilà, il y a vraiment
une humilité quand même avec ces gens-là, une volonté de bien faire. Mon mentor, Rawson, qui est le leader de Spring Web, alors j'ai eu des reviews difficiles, je veux dire. Ils sont exigeants, mais du coup, dans la façon d'appréhender les choses, dans la façon dont ils vont faire les retours, ultra patient. Rawson, il a passé un temps au début infini à me faire des retours. Alors, il y a eu pas mal de détaches de polish de mes pull requests, c'était costaud. Mais je pense que vraiment, il y a une philosophie, une culture qui est dure à décrire, mais qui est vraiment assez cohérente. Je pense que dans l'équipe Spring Open Source, on doit être maintenant une centaine de personnes, quelque chose comme ça. Sur Spring Framework, on est 6, mais sur le projet, on est une centaine. Et je pense qu'il y a une cohérence en termes d'état d'esprit, de culture, qui s'est fait naturellement autour de Jürgen et puis des premiers membres de l'équipe. Et clairement, avoir des gens aussi forts, mais aussi bienveillants et humbles, je pense que c'est quand même rare. Voilà. Ouais, clairement. C'est intéressant que tu évoques le fait que tu as eu des reviews difficiles. Je me demande d'ailleurs si ce serait pas un bon exemple, enfin tu vois, il y a un bon point de départ. Est-ce qu'au final, la review, tu vois, c'est pas le moment où il faut le plus exprimer ses soft skills, que ce soit côté reviewer ou côté reviewé, parce que ce soit cette capacité de donner du feedback, mais aussi à le recevoir, et cette discussion en fait qui se crée, c'est pas peut-être l'endroit où justement les soft skills sont le plus nécessaire dans notre métier? Ouais, c'est vraiment important de comprendre, avoir un peu d'empathie, comprendre pourquoi l'autre a fait l'erreur, savoir l'exprimer d'une façon qui va être reçue correctement. Après, je crois que tu en parles dans certains épisodes, peut-être avec Emmanuel Bernard, qui a un épisode super intéressant. On a tendance à s'identifier à notre code. Donc du coup, pour moi aussi, c'était un exercice de me détacher un peu de ça, de comprendre pourquoi j'avais fait ces erreurs. Je pense que arriver à comprendre ses biais, arriver à comprendre pourquoi on a fait cette erreur, et du coup arriver à échanger effectivement avec la personne qui fait la review, c'est hyper important. Donc ça s'est fait naturellement, ça reste quand même des process qui sont assez exigeants. J'avais quand même, encore une fois, c'était pas le même niveau qui était attendu, mais aussi parce que du coup les attendus ils sont pas du tout les mêmes. Moi je faisais des projets qui étaient utilisés 2-3 ans et qui après si ça tourne pour 1 ou 2 clients avec quand même des milliers d'utilisateurs, c'était bon. Là ton code il est visible par des millions de personnes, il est utilisé dans des millions d'applications, certaines critiques comme tu l'as dit, donc voilà, il faut arriver à s'adapter par rapport à ces contraintes. Peut-être qu'avant d'aller plus loin dans la discussion, ce serait bien d'essayer de définir ce qu'on appelle les soft skills. Parce que c'est toujours on met ça dans un gros panier, on parle des soft skills, déjà en opposition aux hard skills. Donc déjà, il y a peut-être aussi un débat à avoir de ce côté-là. Mais qu'est-ce que toi, tu inclus dans ce concept de soft skills? Ouais, c'est assez large. Je pense que le premier point, je pense que c'est l'empathie. C'est comprendre le point de vue de l'autre. L'autre étant ton collègue, avec qui tu vas discuter, et tu vas le challenger ou te challenger au niveau technique sur un truc. C'est le point de vue de ton utilisateur qui est dans mon cas le développeur. Donc du coup, quand on va sortir une feature, du coup il faut se mettre dans la peau d'utilisateur, de penser aux cas d'utilisation qui sont pas les tiens. Donc du coup tu dois l'imaginer soit en te basant sur ton expérience passée, donc moi mes 10 ans de SN, soit du coup en voyant ce qu'on t'envoie sur le bug tracker, etc. Ce qui peut être est-ce que tu penses que c'est plus facile pour toi, dans le sens où tes utilisateurs, ce sont des gens au final comme toi, ce sont des devs, tu vois, je sais pas, quelqu'un qui par exemple fait une application pour des gens atteints de certaines maladies, tu vois, de pathologies ou je ne sais quoi, c'est peut-être plus difficile de se mettre dans ces éléments-là. Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux d'utilisateurs, parce qu'au final, moi, je fais aussi ce que je fais pour les utilisateurs finaux. C'est juste qu'il y a tellement de niveaux d'indirection. Moi, je fournis un outil pour les développeurs qui, eux-mêmes, vont travailler pour une entreprise qui va fournir un service ou une organisation. Donc c'est vrai que je suis très loin de l'utilisateur final. Et oui, je pense que ça aide quand même, puisque du coup... Encore une fois, moi, je pense que j'aurais pas pu commencer par ce boulot. Clairement, déjà, je bossais en remote. Il y a 12 ans, c'était pré-Covid, donc je veux dire, je crois qu'il y avait un coworking ou 2 à Lyon, où j'ai commencé à aller, parce que je voulais pas bosser tout seul non plus chez moi, il y a quand même cette dimension aussi. Donc quand même, j'aurais pas pu commencer comme ça. Donc c'est vrai que avoir pu me mettre dans la peau pendant 10 ans de mes utilisateurs d'aujourd'hui, je pense que ça a été une chance vraiment importante.
et j'aurais pas pu commencer directement. En tout cas, voilà, je pense que j'ai quand même cette capacité à me mettre à la place de l'utilisateur. Et puis c'est même pas, si tu veux, c'est même pas analytique, c'est-à-dire que je le sens, quoi. C'est-à-dire que quand, typiquement, moi j'ai beaucoup bossé sur, tu vois, pas juste des nouvelles API, mais des trucs un peu transverses. C'est-à-dire, par exemple, voilà, Kotlin pour qu'on puisse coder de manière plus rapide et plus sympa, le support GraalVM Native pour pouvoir produire des applications Java qui démarrent instantanément, qui consomment moins de mémoire, qui donc au niveau voilà, tu vois, écologique, durabilité, ça va quand même faire un gros diff. Du coup, je sais que les utilisateurs, ils ont envie de ça, aussi pour des contraintes économiques. Je vais faire tourner mon application, si je peux la faire tourner 2 fois moins cher, mon entreprise, elle va être contente. Et je me rappelle, moi, quand j'étais de l'autre côté de l'écran, que du coup, c'est des choses, déjà à l'époque, je me disais, voilà, là, faut que ça démarre plus vite, faut que ça consomme moins de mémoire, faut qu'on optimise. Et quand tu donnes un coup de tournevis, et que du coup, tu as des millions d'utilisateurs, l'impact, il est énorme, en fait. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je peux avoir nulle part ailleurs, c'est que même un bug fixe est super important pour l'utilisateur. Et donc, je me mets toujours à leur place et je me dis, là, il va y avoir du monde qui va être content, quoi. Et c'est vrai que quand on n'y arrive pas, c'est super frustrant et je suis pas content. Quand on y arrive et qu'en plus, on a des retours, c'est vrai que c'est aussi ça. C'est, j'essaye en avance de phase d'être en empathie avec mes utilisateurs et de sentir là où ils veulent qu'on aille. Parce qu'encore une fois, on est libre de dessiner notre roadmap. Quand on y va et qu'on a confirmation des retours utilisateurs dans les conférences ou dans les commentaires des blog posts, etc., là c'est super, quoi, parce que là on a la confirmation et puis des fois on se vote, c'est-à-dire que des fois on pense être en empathie, on pense comprendre l'autre et puis en fait pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est que tu évoques effectivement l'empathie comme la première des soft skills. Alors tu évoques bien l'empathie aussi bien vis-à-vis de tes utilisateurs que des collègues, c'est ce que tu mentionnais aussi tout à l'heure au début. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce podcast, on le dit souvent, en fait, que notre métier, c'est pas tant d'écrire du code, mais que de résoudre un problème, et donc de comprendre le problème. Donc on est aussi sur cette démarche d'empathie. Et ce que je trouve qu'en fait, hyper intéressant dans cet élément que tu mets en première position dans les soft skills, et on l'a déjà dit plusieurs fois sur ce podcast, mais c'est que on fait un métier qui peut paraître comme étant très technique, mais qu'au final est un métier très humain. Il y a une vraie différence entre ce que les gens perçoivent de notre métier et la réalité de notre métier. Exactement. Est-ce que on va forcément considérer que les hard skills, ça va être notre compétence technique, notre connaissance d'un langage, d'un framework, que sais-je. Est-ce que pour toi, cette soft skill de l'empathie est plus importante que la hard skill de l'expertise technique? Je pense que ça dépend si tu es en début, milieu ou fin de carrière. J'espère que je ne suis pas encore en fin de carrière, mais je pense que plus on avance, et plus ces soft skills deviennent importants. Moi, je le vois dans l'évolution, surtout dans les boîtes américaines, peut-être en Europe, c'est moins le cas, mais en tant qu'ingénieur, on peut vraiment avoir des belles carrières, des belles évolutions qui n'ont rien à envier avec le management. Moi, j'ai aucun intérêt à vouloir basculer sur le management si c'est pas mon souhait, d'un point de vue financier ou d'un point de vue carrière. Il y a des très belles carrières au niveau ingénieur, plus qu'en Europe. J'espère que ça changera, mais en tout cas, pour l'instant, c'est le cas. Et donc, dans ces carrières d'ingénieur, et c'est pour ça que l'épisode d'Emmanuel Bernard sur Distinguished Engineer était super intéressant pour moi, même si je suis pas encore à ce niveau hiérarchique-là, mais on fait un boulot un peu similaire. Au début, on va te demander effectivement de coder, et puis progressivement, tu vas monter un peu en grade, et donc en fait, les problématiques, elles vont être organisationnelles, elles vont être des problèmes de communication. Moi, je sais que j'ai des collègues ou même des utilisateurs qui communiquent de manière ultra différente. Donc, il faut arriver à comprendre pourquoi ils communiquent comme ça, arriver à comprendre leur point de vue, arriver à du coup débloquer. Moi, je suis vraiment un problem solver. Et les 3/4 du temps, le problème, il n'est pas technique. C'est-à-dire que le problème technique, si tu es un peu passionné, si tu insistes, tu vas arriver à le résoudre. Le problème organisationnel, le problème politique, le problème de essayer de sentir un peu où on doit aller en termes d'évolution technologique. Notre but, c'est aussi d'anticiper ça. C'est de plus en plus important au fur et à mesure où tu évolues dans ta carrière, et au bout d'un moment, ce qui te fait évoluer dans ton poste d'ingénieur vers les postes de Distinguished Engineer, de Senior Engineer, il y a plusieurs dénominations, c'est est-ce que tu vas être capable de convaincre, d'entraîner toute l'équipe avec toi vers une direction qui te semble être la bonne et qui, a posteriori, était la bonne. Donc, parce que si tu convaincs tout le monde et puis que tu vas dans un ravin, du coup, ta promotion, tu l'auras pas, ta boîte, elle sera pas, voilà. Et si tu as vu juste, tu sais où tu dois aller, mais du coup,
tu es tout seul à courir avec tout le monde qui est derrière, qui te regarde, mais où est-ce qu'il va ? Ça marche pas. Et donc je pense que c'est l'alliance de avoir une intuition de là où il faut aller et convaincre, entraîner les gens, apporter je pense que aussi de la joie, du plaisir. Enfin, je veux dire, il y a un moment où les gens, il faut qu'ils aient envie d'aller. Et donc, si tu sais pas expliquer ton sujet, souvent ce qu'on fait techniquement, c'est quand même assez difficile. Donc, si tu sais pas expliquer que pour le support GraalVM Native, c'est super important parce que les gens, ils vont pouvoir shipper des applications Spring dans les containers qui démarrent instantanément, diviser par 2 leur consommation mémoire, baisser le coût, améliorer l'empreinte écologique de la tech, ça multiplié par des millions d'apps, du coup, tu sais pas pourquoi tu souffres. Par contre, si tu arrives à le communiquer, à l'expliquer, à convaincre les gens petit à petit, souvent c'est long, faut persévérer, c'est là où du coup, là on dit, effectivement, là tu as fait la différence. Là, sans toi, on n'y serait pas arrivé. Et je pense que sur ces carrières, à partir du milieu de carrière, on va dire, c'est les choses qui sont primordiales pour évoluer. Ouais. Oui, donc là, au final, tu as aussi ajouté d'autres soft skills. On a parlé de savoir convaincre, effectivement, savoir... D'ailleurs... Expliquer aussi, parce que c'est pas que convaincre. C'est ça que dire, exactement, c'est que c'est pas juste convaincre, c'est aussi être très, très didactique. Exactement. Et savoir expliquer en fait aux gens le pourquoi, le où on va, et pourquoi est-ce que tu penses que ça c'est une bonne solution. Exactement, on n'est pas dans une religion, on doit expliquer les choses, c'est bien d'avoir une vision, mais j'ai toujours un problème avec le terme d'évangélisme, tu vois. Tu dois convaincre les gens, et c'est bien de partir d'une intuition. Encore une fois, je suis quelqu'un de super intuitif, mais du coup, après, il faut l'expliquer, il faut déjà le comprendre soi-même, l'expliquer, et puis effectivement discuter. Mes collègues, ils sont ingénieurs, ils sont super carrés, du coup, si j'arrive pas à expliquer les choses, c'est sûr que ça marchera pas. Mais c'est vrai que cette capacité d'entraînement, cette capacité à résoudre, au bout d'un moment, les problèmes, ils sont politiques, ils sont stratégiques, internes ou externes, c'est-à-dire que du coup, à l'intérieur d'une grosse boîte, c'est vrai que moi, je pense que j'aurais du mal à être indep tout seul. En tout cas, moi, souvent, quand on est indep, après, on bosse avec des boîtes ou avec des équipes. Mais en tout cas, moi, j'aime bien avoir un terrain de jeu où mon projet open source et plus largement ma boîte, qui a aussi, bien sûr, des activités commerciales, c'est un terrain de jeu où au niveau politique, dans le bon sens du terme, au niveau stratégique, il y a plein de choses à faire parce que du coup, pour débloquer une situation, il va falloir parler avec plein de monde, tes collègues ingénieurs, le leadership, les gens qui ne sont pas dans ta division, mais où il va y avoir une connexion avec ton sujet qui va aider. Et après, les gens, ils te connaissent un peu. Ils savent que du coup, la dernière fois qu'ils ont bossé avec toi, tu as aidé à débloquer un truc, et après, ça se fait naturellement. Ouais. C'est intéressant aussi cette analogie que tu as prise, c'est-à-dire on n'est pas dans une religion, on est dans des métiers où on parle souvent des guerres de clochers, ou des guerres de chapelle. Il y a parfois des oppositions. Il y a effectivement cette notion d'évangéliste aussi qu'on retrouve dans notre métier. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a dans cette capacité en fait à expliquer, à être didactique, à comprendre, il y a aussi comme une nécessité d'être capable d'écouter. Ouais. Alors on rejoint l'empathie en fait au final, c'est ce qu'on avait avant, mais faut comprendre que quand on propose une solution, il est fort possible que ce ne soit pas la meilleure. On l'évoquait en préparation, mais je pense que toi et moi, on a un contexte un peu particulier. Donc toi, tu as l'occasion de bosser sur un projet. Tu as rejoint des gens qui ont une réputation qui n'est plus à faire. Donc tu travailles avec des gens au quotidien. Moi, avec ce podcast, j'ai la chance de recevoir face à moi toutes les semaines, pareil, des gens brillants qui sont des gens qui... Je trouve que ça aide beaucoup à se remettre à sa place. C'est-à-dire que moi, je considère aujourd'hui que je suis incapable de me considérer comme expert de quoi que ce soit, parce que j'ai reçu des gens qui sont tellement experts de certains sujets, en fait, que je peux pas être en concurrence avec ces gens-là. Comment est-ce que toi, ce fait de travailler avec ces gens-là, ça a justement contribué à une amélioration de soft skills, peut-être des périodes un peu plus difficiles. Ça t'a impacté comment de travailler avec ces gens-là ? Je pense que je pense que c'est la chose que je recherchais. Ça m'a vraiment poussé à hausser mon niveau de jeu, comme tu dis, à écouter, à m'imprégner de ce qu'ils apportent. Et je pense que j'ai énormément progressé en les regardant bosser, en comprenant la philosophie de ce qu'ils font. Et je pense que vraiment, c'est ça que je recherchais. C'est que
je pense que quand même je m'ennuyais un petit peu, même s'il y avait des projets qui étaient passionnants et j'avais des collègues à Worldline qui étaient top, hein. Mais du coup au bout d'un moment c'est vrai que j'avais besoin de me challenger plus, et c'est vrai qu'arriver avec ces gens-là et juste encore une fois comprendre ce qu'ils font, les regarder bosser, et puis essayer de me mettre au niveau, ça a été vraiment super important. Et ce que tu dis sur l'écoute, c'est important quand on fait des réunions. Enfin, on a tous ce truc-là où du coup, il faut savoir écouter, il faut savoir aussi à des moments avoir des convictions, et c'est ok de parler pendant 5 minutes pour écouter ta version pour exprimer ta version des faits. Par contre, il y a un moment après où tu vas devoir te taire, écouter les autres, écouter les points de vue, le prendre en compte, te remettre en question. Et ça, c'est compliqué. Et je pense qu'on a tous quand même, voilà, un mix d'ego et d'humilité. Donc, on va dire que voilà, cet ego, quand on te dit, bon non, là, je pense que t'as fait, c'est pas au niveau. Au début, tu comprends pas. Au début, tu le prends pour toi. Au début, tu dis, bon, ok. Ça fait 4 fois que Rosson il reprend ma pierre pour me dire, je parle plutôt des débuts, hein, ça arrive beaucoup moins souvent maintenant, mais du coup, ok, là il faut encore que j'aille plus loin, et c'est vrai, enfin que je comprenne pourquoi je me suis planté là, pourquoi, etc. Et ça fait progresser de ouf, quoi. Ouais. C'est impressionnant. Donc cette capacité d'écoute, elle est importante, et ouais, je pense que ça m'a fait beaucoup progresser. Mais c'est pas que dans les discussions, je pense qu'aussi c'est comprendre l'écosystème dans lequel tu évolues. Je parlais du côté politique et dans le bon sens du terme. C'est vrai que pour moi, ça fait partie des soft skills. Une compréhension fine des signaux faibles, c'est clé. Et ça, je pense que pour le coup, c'est une de mes capacités, mais dont je me suis rendu compte après 10 ans là-bas. Enfin, je veux dire, j'ai jamais mis le doigt dessus, ça a toujours été là, mais c'est juste que j'en avais pas conscience. Et je pense qu'il y a des moments où, encore une fois, ça rejoint le côté intuitif. Je pense que je comprends un peu les dynamiques en jeu par rapport à voilà, tel groupe il veut pousser ça, tel autre groupe il veut pousser ça, le chef il n'est pas forcément ok, lui il y a moyen d'aller là. Je peux collaborer aussi avec des boîtes extérieures ou des ingénieurs dans d'autres boîtes avec lesquels on n'a aucun partenariat stratégique, mais du coup je vais bosser avec les gens qui font Kotlin, les gens qui font GraalVM, les gens qui font telle autre techno, parce qu'on a un intérêt partagé, même si personne m'a dit que c'était le cas. Et donc c'est vrai que cette compréhension des signaux faibles, c'est super important. Ouais. Oui, donc quand tu parles d'écosystème, c'est pas uniquement une question de jeu de pouvoir, c'est de manière générale, c'est les interactions entre différentes équipes, différents projets, différentes personnes. Et de qui parfois va prendre un peu plus le lead, qui parfois a besoin d'être un peu plus challenger, driver, ou genre de choses. Et puis comprendre, essayer de voir que voilà, en général, on arrive à faire comprendre que voilà, en bossant ensemble sur ce truc-là, on va arriver à faire quelque chose de pas mal. Mais on a tellement des contextes différents. Enfin, moi, je bosse dans une grande boîte qui a beaucoup d'activités commerciales, dont d'ailleurs une partie n'est pas logicielle. Moi, je suis dans la partie open source. Donc quand je vais discuter avec les gens qui bossent sur les parties commerciales, c'est des contextes, ils bossent de manière complètement différente. Nous, on bosse sur un GitHub open source où on contribue gratuitement au projet. Alors après, on a des revenus par le support, par les plateformes commerciales qu'on vend, etc. Mais du coup, les contextes, ils sont tellement différents, on n'a pas l'habitude de parler ensemble, on n'est pas forcément dans le même pays, dans la même time zone. Je pense des fois, on n'a pas encore compris qu'on avait intérêt à bosser ensemble. Et du coup, comprendre ça un peu en amont et essayer de creuser pourquoi on a intérêt à bosser ensemble, malgré peut-être les objectifs court terme qui ne sont pas les mêmes, malgré telle personne qui va penser qu'on est en concurrence. Essayer de dénouer ça en parlant avec les gens, en comprenant leur point de vue, et puis quand même en poussant à l'endroit où on veut aller, hein, parce que je suis quand même... je sais où je veux aller et j'essaie de pousser là-dessus. Mais après, c'est aussi accepter de changer de direction, quoi. Des fois, j'ai poussé dans des directions et puis du coup, c'était pas la bonne, donc tu bifurques. Parmi aussi cette notion de soft skill, dans tout ce qu'on a évoqué, je perçois aussi un peu parfois une difficulté à réussir à trouver sa place dans cette organisation. Tu vois, toi, tu as eu la chance de travailler sur un projet, donc on le redit, encore une fois peut-être, mais avec des gens extrêmement brillants. Est-ce que du coup, c'est pas plus difficile de trouver sa place, que tu te dis, en fait, ces gens-là sont... Tu les mets tellement sur un pédestal que tu te dis, en fait,
c'est eux qui ont raison, moi je me tais et je suis là en écoute. À l'inverse, tu nous as décrit une situation dans une boîte précédente où tu te sentais peu challengé, et du coup ça veut dire que peut-être potentiellement tu avais un sentiment de supériorité, donc ça pouvait être un peu en mode juste écoutez-moi parler et puis faites ce que je vous dis. Tu vois, la difficulté à trouver une place dans une organisation pour avoir une contribution qui apporte de la valeur, tout en laissant de la place à d'autres contributions qui peuvent apporter aussi de la valeur. C'est quoi, toi, tes enseignements que tu as pu apprendre sur comment bien trouver sa place dans ce genre de contexte? C'est un point, je pense, super intéressant. Je pense que, in fine, j'ai pas forcément une place si différente dans ma boîte, relativement, dans ma boîte actuelle, dans mon projet Spring, que dans mon ancienne entreprise. En fait, j'ai toujours eu un rôle un peu transverse. Donc, en fait, le rôle de la place, pour moi, il est super intéressant parce que j'ai été project lead, j'ai créé des projets open source, voilà, je peux aussi leader des projets, mais je pense que j'ai toujours eu un rôle un peu transverse dans mon ancienne boîte. J'étais architecte, je dirigeais Innovation Labs où on faisait de l'innovation open source, etc. Mais j'étais pas forcément sur un projet en particulier. J'étais architecte transverse sur N projets et j'étais quand même challengé. Enfin, c'était vraiment, c'est juste qu'après j'avais envie d'autre chose. Là, dans mon projet actuel, je fais partie des 6 membres de l'équipe de Spring Framework. Donc juste, enfin voilà, c'est génial. Mais tu vois, je ne suis pas forcément lead d'un projet Spring. C'est-à-dire que j'aurais pu, j'ai eu des opportunités, ou enfin après, peut-être que j'en ai pas eu assez et que j'y suis pas arrivé, je ne sais pas. Mais donc la question de la place, elle reste centrale pour moi. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi d'être transverse, c'est-à-dire que moi, je bosse sur Spring Framework, c'est la base de l'écosystème Spring, et quand tu bosses sur la fondation, bah, tu bosses partout. C'est-à-dire que moi, quand on introduit des features en bas, sur Spring Framework. Après, on doit bosser avec Spring Security, Spring Data, Spring Boot, etc. Et aussi, on doit convaincre que la feature qu'on a introduite sur la fondation, elle fait sens pour tout le monde. Ouais. Et donc, moi, je pense que j'aime bien pas avoir de place super définie, pas être project lead d'un truc en particulier, parce que vu que c'est transverse, je peux être partout. Et du coup, je peux bosser en mode électron libre, aller bosser avec les gens de Spring Security, avec les gens de Spring AI, avec les gens de Spring Data, revenir sur mon projet Spring Framework et bosser avec tout le monde. Et donc, je pense que cette flexibilité-là, elle est vraiment appréciable. Après, du coup, je suis pas leader d'un projet Spring. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même... c'est assez gratifiant d'être leader de Spring Framework comme Jürgen, ou d'être leader de Spring Data comme Marc, ou leader de Spring Security comme Rob. Voilà, moi j'ai fait le choix, je pense que quand même je l'ai eu à des moments, de garder ce rôle transverse, de rester dans mon équipe Spring Framework, mais d'assumer que du coup j'ai pas forcément une casquette très facile à comprendre. C'est-à-dire que voilà, je suis... mon poste officiel c'est committer Spring Framework, mais en fait je vais là où on a besoin de moi sur le projet, je bosse avec tout le monde, et au final, j'ai une place qui est pas forcément ultra définie. Je bosse avec la centaine de personnes qu'il y a dans le projet Spring de manière un peu opportuniste, quoi. Donc, en fait, si on... Ce que tu as évoqué tout à l'heure, quand on parlait des carrières, tu disais qu'il y avait des très belles carrières techniques qui étaient possibles dans des boîtes américaines. C'est aussi le cas quand même aussi de plus en plus en France. Ouais, je vois que ça évolue petit à petit. Tu nous disais, moi j'ai aucune envie d'aller sur des postes de management et autres. Là, tu nous expliques que toi, tu as fait le choix d'un truc plutôt un peu transverse. Ouais. En fait, c'est vrai qu'il faut réussir à se connaître soi-même et à accepter et à identifier le type de place qu'on peut avoir, qui peut nous correspondre. Parce que je pense qu'effectivement, quand tu es dans un contexte qui te correspond, dans lequel tu t'épanouis, forcément, tu es meilleur, tu contribues mieux, tu apportes plus de valeur. Et donc, il y a des gens qui seront mieux sur des rôles un peu de management, d'autres plus sur des rôles de lead technique, de lead projet, d'autres plus sur de la production directe, d'autres comme toi de manière un peu plus transverse sur la contribution un peu sur tout, en mode électron libre. Il faut réussir à trouver sa place. Mais est-ce que... tu vois, ça paraît facile dit comme ça, mais en même temps, c'est parfois très compliqué. Parce que tu as tout un contexte... c'est hyper compliqué, parce que du coup, il faut déjà que tu aies un management qui t'aide à ça. C'est-à-dire que moi, à la limite, tu vois, on peut... Vu de loin, je suis entré à Spring Framework il y a 12 ans, je suis toujours dans l'équipe Spring Framework.
peux avoir l'impression mon place elle n'a pas bougé, mais en fait du coup déjà la position en termes d'ingénieur du coup, donc voilà, il y a des promotions qui sont pas visibles de l'extérieur, mais du coup qui toi changent la manière dont tu es reconnu en interne, et puis aussi ton niveau de revenu, etc. Donc ça c'est quand même un point. Moi j'ai réussi à progresser en suivant du coup en restant à la même place si tu veux, en étant toujours Spring Framework committer. J'ai l'impression, et je sais que c'est une chance, et je sais que c'est difficile, et ça a été aussi difficile pour moi, d'être à la place où je devais être, où je dois être. Je pense que je suis à la place, mais en fait ça change, et clairement en fonction de ton management, en fonction des opportunités, c'est vraiment compliqué. La chance qu'on a côté Spring, c'est que du coup on a notre métrique de réussite, c'est l'utilisation du framework. Et du coup, oui, c'est vrai que vu qu'on est, leader mondial des frameworks Java en termes, voilà, mais en fait, on l'est resté. Et du coup, je veux dire, il y a eu plein, on s'est fait, enfin, ça fait 12 ans qu'on se fait challenger, c'est une attention constante. Et donc, voilà, c'est comment tu mesures ta réussite, comment elle est reconnue par tes chefs ou les RH. Moi, c'est vrai qu'avoir j'ai eu 2 managers différents dans ma carrière. Les 2 ont su reconnaître ce que j'apportais dans l'équipe, même si techniquement, je suis resté Spring Framework committer depuis 12 ans. Et c'est vrai que bosser pour des gens qui comprennent la valeur que tu apportes et t'aident à évoluer, à mieux comprendre ce que tu peux apporter et avoir cette relation de confiance, je pense que c'est clé. Moi, je peux pas bosser pour des managers avec qui il n'y a pas de la confiance, où on comprend, il y a une compréhension fine de ce que je peux apporter, etc. Ça, c'est ultra important. Indépendamment de la perception extérieure, c'est vraiment quelque chose de clé. Donc sur les soft skills, on a parlé d'empathie, que ce soit donc vers l'utilisateur ou ses collaborateurs, une capacité à expliquer, une capacité à écouter, une capacité aussi à convaincre, à détecter les signaux faibles, comme tu disais aussi dans les organisations. Quand on parle de hard skills, donc compétences techniques majoritairement, c'est facile entre guillemets de savoir comment progresser. Il y a des certifications, il y a des formations, il y a de l'entraînement, la pratique simplement qui fait qu'on devient meilleur. Comment est-ce que toi tu penses qu'on peut progresser sur ces soft skills? Tu vois, quelqu'un qui peut-être a identifié qu'il a des bonnes idées mais qui ne sait pas convaincre les gens pour prendre en compte ces bonnes idées. Qu'est-ce que tu as comme conseil pour progresser sur ces soft skills? Question difficile. Je pense que de bosser avec des gens différents qui vont pouvoir t'apporter un point de vue différent, je pense que c'est super important. Arriver à se remettre en question, je pense que c'est difficile, mais super important. Parce que du coup, encore une fois, tu as toujours humilité versus ego, et donc du coup, ton ego, il va être quand même assez fort, et du coup, ça va résister. Pas hésiter à changer aussi de contexte. C'est vrai que si tu restes toujours dans le même type de rôle et d'interaction avec les autres, je pense que ça va être compliqué. Donc typiquement, si tu es dans une structure et que tu as l'opportunité de bosser avec des gens qui ont un profil différent, qui vont être dans une division différente, ou même de prendre le risque de changer un peu de mission, je pense que c'est super intéressant. Moi, j'ai fait un truc qui m'avait pas mal aidé aussi, il y a 2 ans. J'avais eu la chance dans ma boîte d'avoir une formation sur ces sujets-là. C'est-à-dire que on bossait pas la technique, mais on était avec... c'était un consultant trop bien, qui du coup avait beaucoup d'expérience, qui était humainement quelqu'un de très pertinent, et qui du coup nous a fait bosser avec des ateliers, avec des choses comme ça. C'était assez intensif, c'était genre pendant 1 mois, on avait plusieurs séances par semaine, et du coup on a bossé sur ces sujets-là. On a demandé à nos collègues, c'est un peu en mode interview 360, tu vois, comment ils nous voyaient. Okay. Et du coup j'ai fait exprès de prendre... j'ai pris des gens avec qui je bosse très facilement, des gens avec qui je bosse plus difficilement, des gens qui ont une manière de voir les choses vraiment différente de la mienne. Et du coup, c'est trop intéressant d'avoir ces retours-là. Alors, je sais pas qui a dit quoi, mais du coup, j'ai envoyé des sondes, j'ai eu des retours, et du coup, comment ils me voyaient, ça a été vraiment, je pense, quelque chose qui m'a fait énormément progresser. Donc, si vous avez l'occasion de faire toutes les boîtes le proposent pas, c'est vrai que ce truc de retour, où en gros, les gens, on bosse tous, on est à fond sur nos features, on discute avec ces gens-là, mais là, prendre le temps de voir comment ils nous voient, quelles sont nos qualités. Moi, il y a des trucs, j'ai halluciné.
il y a des mots qui m'ont gêné. Enfin, en mode... alors, des fois, il y avait des trucs qui étaient... Voilà, il dit, bon, Sébastien, il a progressé là-dessus, etc. Mais il y avait des choses dites par des gens très seniors qui m'ont vraiment marqué. La façon dont ils me voyaient, ça m'a beaucoup appris sur moi. Voilà. Ouais. Et donc, je pense qu'avoir ces retours-là, c'est super important. Donc, faut aller se confronter à la vie des autres, aussi déplaisant soit-il, parfois. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il faut attacher de l'importance autant à ce qui est dit positivement que ce qui est dit dans les axes d'amélioration. Ouais, bien sûr. Et puis essayer de voir, bon bah ok, ça c'est fair play, ça c'est, je suis pas d'accord, mais je crois que je vois pourquoi il dit ça, mais voilà. Et donc c'est vrai que demander un avis honnête, transparent, sans filtre, on sort du contexte projet. Et là, dis-moi comment tu me vois, autant en tant qu'humain qu'en tant que collègue, qu'en tant que, des fois, ami. J'ai demandé aussi des avis à plein de gens différents. C'est hyper riche. Ce qu'on fait aussi, je pense que ce qui aide, encore une fois, c'est prendre un peu de recul avec le contexte projet. Moi, je sais qu'on bosse en remote depuis 12 ans. Bon, ça aide déjà de voir les gens en conférence, etc., en personne en tout cas. Mais c'est vrai qu'on a introduit depuis quelques années quelque chose qui marche très très bien, qui est du coup, on se programme des réunions Zoom en mode café, bistrot, on discute, pas de trucs. Voilà. On a les réunions projet toutes les semaines, etc. Et je trouve qu'à partir du moment où on a introduit des réunions, des espaces, alors c'est peut-être juste l'équivalent de la machine à café, je dis des banalités, mais en tout cas, moi en tant que remote, avec des gens qui sont un peu partout dans le monde, introduire ces discussions-là où on prend un peu de recul, où on va discuter de ses ressentis, voilà, il s'est passé ça m'a fait super chier, je suis flippé de ça j'ai adoré, là maintenant ça s'est passé sur ce projet-là avec telle personne, etc. Mais hors contexte projet opérationnel, et on parle de nos craintes, de nos peurs, de nos espoirs, voilà, je trouve que ça apporte beaucoup, et que du coup, on se sent... on a moins de dissonance cognitive, on sent un peu plus où il faut aller, on a des collègues qui nous disent un peu plus franchement, ouais, bon, là, c'était pas fou, on peut peut-être faire ça différemment. Tu vois, un peu un espace de discussion libre, un peu franc, où on va parler de ces choses-là. Je pense que ça peut aussi aider à progresser, à comprendre la manière dont les gens nous voient, et aussi à se sentir mieux. Parce que je pense que aussi, la confiance en soi, je pense que ça s'apprend. Ça dépend des pays, ça dépend des familles. Moi, je sais que étant en France et vu ma famille, c'est pas forcément la chose qui avait le plus fort en moi. Quand je vois certains collègues américains avec un contexte familial très différent, ça n'a rien à voir. Je veux dire, donc, je pense qu'aussi en Europe et en France, on est souvent un peu timide avec ces choses-là. Et autant il faut être humble, etc. Et c'est très bien. Mais quand je vois les différences culturelles avec certains collègues, je pense qu'aussi il y a des moments où c'est OK de dire voilà, là j'ai fait un truc super, c'était génial, c'était super dur, on y est arrivé. Et s'autoriser à avoir cette confiance en soi, je pense que c'est super important. Moi, maintenant, je fais des choses que j'aurais jamais pensé possible il y a 10 ans. Mais je me serais jamais autorisé à penser ça possible. Et donc, du coup, des fois, le frein à la progression, c'est tout con, mais c'est juste qu'on pense que c'est pas possible, qu'on n'en est pas capable, et qu'on on s'auto-censure. Voilà. Et donc, c'est un équilibre. Faut faire gaffe de pas devenir un gros con, et de rien écouter, d'avoir son ego plus, et de pas écouter. Mais je pense que c'est vraiment un équilibre. Et en tout cas, dans les cultures européennes et françaises, par rapport à d'autres univers, des fois, on manque un peu de... On s'autorise pas à dire, voilà, là j'ai réussi, là c'est bien, t'y vas, et confiance en toi, vas-y. Et je pense que ça, c'est important. Il y a deux éléments sur lesquels j'ai envie de rebondir sur tout ce que tu as dit. Le premier, c'est, tu parlais de ces rendez-vous que vous avez créés, qui sont pas autour d'un projet, qui sont là juste là pour discuter, échanger. Je pense que c'est aussi un moyen, en fait, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on fait un métier au final qui est très humain, et donc ces réunions, en fait, elles ont aussi vocation à humaniser les gens, beaucoup plus que d'être juste sur un rapport de productivité pur et simple. Le deuxième élément, c'est effectivement sur cette différence de culture américaine. Moi, de ma compréhension, il y a un truc fondamental qui paraît anodin, mais je pense qu'il change énormément de choses. C'est que les Américains, je ne sais pas si tu le sais, mais dans leur cursus d'école primaire, ils ont un truc qui s'appelle le show and tell. Et toutes les semaines, il y a un gamin qui doit venir raconter un truc.
il ramène son jouet préféré, sa peluche, il vient parler de ses vacances, ce qu'il veut. Mais chaque semaine, il y a un gamin qui vient raconter un truc. Et l'idée, c'est que tous les gamins passent plusieurs fois par an. Et donc, en fait, des petits, on leur apprend, en fait, se dire de dire, bah tiens, en fait, là, j'ai ce truc-là, j'adore. Et du coup, on leur inculque ce fait de venir présenter un truc, de raconter un truc et de partager un succès, de partager un truc qu'ils aiment, tu vois. Donc, on leur apprend dès tout petit. Et ça veut dire aussi que, comme on apprend à un enfant à raconter un truc, bah en fait, tu apprends aussi à 20 gamins en face à écouter quelqu'un, à célébrer la réussite de la personne qui est en face, à t'intéresser à sa passion. Et nous, Français, parfois, on a l'impression que les Américains sont très hypocrites, très show-off, très tout ce que tu veux. Mais je pense que, fondamentalement, ce truc qui peut paraître anodin, mais ce show and tell qu'ils ont quand ils sont petits, c'est un truc qui change drastiquement, justement, cette capacité à savoir se mettre en avant et aussi savoir écouter les autres. Ah ouais, je suis super d'accord. Je pense que c'est aussi propre à notre métier. Alors, moi, personnellement, à la base, je suis assez introverti. Par contre, j'ai appris à j'ai même été surpris que du coup, mes premières conférences, tu vois, je me rappelle à Devox, c'était compliqué. Je vois une grande salle, mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, quand j'ai pris l'habitude de le faire, quand j'ai appris à dépasser ma peur, mes pulsations cardiaques, etc., j'y arrivais et ça marchait bien. Et c'est vrai que en tant que développeur, on est quand même à la base, il y a peut-être quand même un petit côté introverti. On va être, voilà, c'est un peu l'image qu'on pouvait avoir avant, peut-être moins maintenant, mais d'être derrière son écran, de pas trop parler, mais comme tu l'as dit, c'est très très différent, surtout dans la vie en entreprise. Mais il y a quand même cette base où il y a quand même une base un petit peu introvertie qui reste, c'est un peu by design. Et en fait, c'est aussi pour ça, je pense que les conférences, elles marchent bien, de découvrir que du coup, voilà, toi en tant que développeur, tu peux t'autoriser à passer de l'autre côté et dire, voilà, je vais faire une conférence, ou comme tu fais, voilà, je fais des podcasts, des vidéos, je vais parler de choses qui me passionnent et ça va intéresser du monde qui vont écouter. Et toi-même, tu es aussi auditeur de certains podcasts, de certaines conférences, etc. C'est pas une culture, enfin en tout cas moi j'ai découvert ça vraiment sur le tard. C'est pas quelque chose qu'on apprend dans le système forcément éducatif français. Je suis d'accord. En tout cas moi j'ai jamais trop fait ça. Tu fais un peu des exposés, mais vraiment c'est pas culturellement vraiment un point fort de l'éducation. Là où effectivement chez eux, à l'école, mais aussi ailleurs, hein, c'est plus global, mais c'est vrai que ce point à l'école, je pense que c'est hyper important. Et du coup, ça apporte un plaisir dingue, parce que du coup, vu qu'on est introverti, on est derrière notre écran, mais après, on peut avoir ces moyens de présenter quelque chose en conférence, d'avoir des retours, d'avoir des gens qui te disent « super, c'est bravo », qui applaudissent et tout. Moi, c'est dans les plus grands plaisirs de mon travail sur des projets open source. Je bosse 6 mois sur un truc super dur, j'en chie, avec mes collègues, on bosse là-dessus, on essaie de l'amener et tout, et là, on présente ça dans une conférence, et du coup, y a du monde dans la salle, ils applaudissent et me disent « super, merci Seb, c'est super utile ». C'est le plus beau des salaires, quoi. Ouais. Pour terminer, en dernier sujet, on a beaucoup évoqué le côté très humain de notre métier, mais on a un métier qui est en train de changer avec beaucoup d'IA, donc de moins en moins d'humains au final. Ouais. Qu'est-ce que tu vois comme impact de l'arrivée de ces nouveaux usages, ce métier qui est en transformation, de ce que ça pourrait amener comme impact sur ce concept de soft skills et sur la nécessité de celle-ci? Alors les impacts, j'en vois beaucoup. Je pense qu'on apprend tous au fur et à mesure. Moi, c'est intéressant parce que sur l'IA, vu que j'étais sur des gros sujets l'an dernier, Spring Framework 7, il y avait des grosses features sur lesquelles je travaillais, je me suis mis à l'IA assez tard, relativement à d'autres personnes, c'est-à-dire que pas trop avant le milieu d'année dernière, milieu d'année 2025. Okay. Ouais. Et donc là, je bossais normalement, on va dire, à l'ancienne, vélo musculaire. Ouais. Et donc, voilà. Et puis d'un coup, moi, en général, j'aime bien prendre un sujet et puis le poncer, quoi. Sauf que là, du coup, le sujet, il est énorme. Donc, j'ai commencé vraiment à utiliser beaucoup plus le développement assisté par IA, à m'intéresser au sujet, etc. Et puis, je bosse sur un projet open source. Du coup, ce qu'on a vu très concrètement, Pierre, dont on parlait sur le compilé, vous avez parlé de Slope Apocalypse. C'est-à-dire que le AI Slope, c'est en gros des contributions de très basse qualité. Clairement, on en a vu et on en voit beaucoup. Donc clairement, on voit un flow de pull request fait par des développeurs plutôt juniors. Quand on bosse sur un projet open source, les gens aiment bien avoir leur nom
dans le générique, du coup, tu vois, et dire, Ouais. voilà, je suis contributeur Spring Framework. Et donc, du coup, on voit beaucoup de gens qui envoient des pull requests très rapidement, pour le coup, en les vibe codant, sans forcément les relire, et pour le code et pour la description. Donc, en général, on a des trucs très verbeux, clairement créés par AI. Ça se voit, quoi. Ouais, ça se voit. On a un truc qui est, du coup, pas reviewé. On en voit beaucoup. Et donc, voilà. Après, on a quand même des développeurs expérimentés qui l'utilisent à bon escient, etc. Mais on voit actuellement une marée, une vague de contributions de basse qualité qui sont beaucoup plus importantes, qui nous prennent beaucoup de bandes passantes, parce que nous, en fait, derrière, encore une fois, on est un framework utilisé par des millions de personnes. Les API, elles durent 15 à 20 ans. En fait, on doit analyser ce qui est fait. On va pas accepter des pull requests sans les lire. Donc, on a une grosse augmentation de charge de travail, des questionnements qui vont avec, parce que du coup, c'est pas forcément très agréable, et on cherche des moyens pour peut-être des règles un peu différentes. En tout cas, on cherche à voir comment on va faire ça, sachant qu'on ne veut pas avoir des robots qui parlent à des robots. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en place de l'AI qui va automatiquement commenter des trucs créés par AI par des juniors. Voilà, ça, on n'en veut pas. Donc, on essaye de creuser. Après, je pense que c'est le début de l'histoire et que ça va peut-être du coup se calmer, mais c'est vraiment un gros problème. L'autre point, on a une augmentation des rapports de sécurité. Je pense que le domaine de l'analyse de sécurité, c'est un domaine qui va être le plus impacté positivement par l'AI, parce qu'en fait, l'AI, tu lui dis analyse cette base de code open source, et elle va trouver des issues potentielles qui n'ont pas encore été détectées, mais du coup de manière extrêmement efficace. Et encore une fois, les outils vont s'améliorer. Donc on voit une augmentation des rapports de sécurité qu'on doit corriger, et qu'on corrige, mais du coup, ironiquement, l'AI, ça nous donne plus de boulot, parce qu'en fait, en face, effectivement, et avec les contributions, j'espère qu'elles vont s'améliorer en termes de qualité, mais et avec tout ce qui est rapport de sécurité, ça augmente pas mal. Et donc, l'autre point, c'est que du coup, on fait beaucoup plus de code review. Moi, j'utilise le développement assisté par AI de plus en plus, et donc du coup, j'écris moins de code. Par contre, comme je t'ai dit, vu que je review tout, du coup, je passe beaucoup plus de temps. Et c'est vrai que moi, en termes de plaisir, j'ai plus de plaisir à écrire du code qu'à le reviewer. Mais bon, je m'adapte, j'essaie de trouver un équilibre. Et en gros, ce que j'essaye de faire, c'est de débrancher volontairement la génération assistée par AI de temps en temps pour, parce que ça me fait plaisir. 2, parce que pendant que j'ai 3 agents qui font des stuff, du coup, je peux quand même me permettre de faire un truc manuellement, avec mon petit cerveau, avec mes petits doigts. Et puis, du coup, aussi pour apprendre. Parce que je pense que là, on est un peu tous excités, on peut aller très vite, etc. Au bout d'un moment, je pense que vraiment, moi, en tout cas, j'ai besoin de coder pour comprendre pleinement un système. Il y a des choses que j'ai par expérience, mais il y a des choses que je vais perdre si j'arrête de développer. Et donc, je pense que, et par plaisir, et pour apprendre, ou pour pas avoir mon cerveau qui va rester bien fonctionnel, je pense que c'est nécessité de débrancher. C'est pas parce qu'on peut coder avec de l'AI qu'on est obligé de coder. Et donc je pense qu'on va devoir différencier ce qu'on peut faire et ce qu'on va faire explicitement, concrètement, même si effectivement, parfois on va ralentir, parfois on va faire quelque chose moins vite, pour juste du coup s'adapter à notre nature d'humain. À un moment, Canon. Du coup, tous ces sujets de soft skills, du coup, tu as aussi la conférence Mixit que tu as créée, c'est ça, il y a un petit moment? Alors, moi, je l'ai pas créé, mais j'étais un des organisateurs de cette conférence. Mixit, ça a été créé au même moment ou un petit peu avant Devoxx, donc c'est vraiment il y a très longtemps. C'était vraiment les prémices des conférences. Ça fait partie des conférences piliers de ces conférences historiques. Après, on a choisi de pas trop grossir parce que c'était aussi la philosophie de la conférence. Donc c'est une conférence qui a lieu à Lyon tous les ans, je sais pas, environ 500 personnes, quelque chose comme ça. Et on dit que Mixit, c'est la conférence tech avec des crêpes et du cœur. Parce que du coup, dans les premières années, on a filé des crêpes gratuitement à tout le monde, avec des gens qui font des super bonnes crêpes, etc. Et c'est resté, donc maintenant c'est dans l'ADN de la conférence. Et avec du cœur, c'est vraiment parce qu'il y a vraiment un côté tech et éthique. Alors après, éthique, on peut mettre plein de choses derrière, mais en gros, très tôt, et au début c'était assez disruptif, l'idée c'était de dire,
Il n'y a pas que la technique, il y a aussi les valeurs qu'il y a derrière. Donc on a parlé très tôt de vie privée, de chiffrement de bout en bout. Je sais pas, là on a Fairphone par exemple, une conférence où on va parler de comment sont sourcés les matériaux ou à quel point on va te traquer sur tes smartphones, etc. Donc très tôt on a une dimension un peu politique, un peu militante. Il y a des gens qui accrochent, il y a des gens qui accrochent pas. Mais les trucs militants d'il y a 10 ans, c'est les trucs obvious maintenant. C'est-à-dire que, tu vois, parler des problématiques de vie privée ou de chiffrement, maintenant, c'est quand même quelque chose qui se retrouve, y compris dans les confs un peu mainstream, alors qu'à l'époque, c'était un truc qui faisait un peu polémique. Et tu vois, il y a 4 tracks différents, donc c'est intéressant. Tu as la track Alien, où c'est des sujets qui sortent des sentiers battus. C'est-à-dire qu'on fait venir des gens... Je sais pas, un philosophe qui m'a passionné dans un podcast que j'ai écouté, quelqu'un que je suis, que j'admire sur les réseaux, et du coup on dit, est-ce que tu veux venir parler devant 600 personnes ? Et des fois, on a pu inviter des gens dont personnellement on était fan et pouvoir, tu vois, discuter avec eux, les voir dans la vraie vie, et puis diffuser des sujets. On a des sujets tech, donc là c'est classique, sauf que c'est toutes les techs. C'est pas que Java, c'est pas que Front-End, donc tu vas avoir tous les techs qui vont se retrouver. Donc tu peux pas sortir des confs experts, parce que du coup... tout le monde est là, mais en même temps, c'est super intéressant de pouvoir mixer les communautés. Donc tu vas avoir du Front, du Python, du Ruby, des choses comme ça, maintenant de l'AI. Une partie éthique où il y a une partie vraiment durabilité, écologie, des valeurs qui nous sont chères, et une partie team qui est gestion de projet, parce qu'à la base, la conf, elle a été créée par des gens de la communauté Java issus des Jugs, et des gens de tout ce qui est gestion de projet agile, etc. Et donc... Voilà, c'est une conférence qui va mixer un peu tout ça, qui mixe des profils qui ne se croisaient pas d'habitude, et qui a une partie pour les enfants, qui s'appelle Mixed In. Et ça, c'est aussi un sujet qui est super intéressant à l'époque de l'AI, comment l'éducation, la formation des jeunes, comment ça va évoluer. C'est un sujet passionnant, vertigineux, mais du coup, voilà, Mixed In, c'est le principe, c'est que la deuxième journée, les gens qui ont créé cette conférence, à l'époque, ils avaient 25 ans, maintenant ils en ont 40. Ils ont des enfants, le public il a aussi dans ces âges-là, et donc du coup, tu viens avec tes enfants, tes ados, et du coup, tu as une équipe de passionnés qui va faire des petits robots, qui va faire de la programmation, qui va faire des trucs un peu fun. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir cet aspect éducation, formation, en mode un peu fun. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été repris par d'autres conférences depuis, des Vox Kids, etc. Donc cette équipe Mixed In, c'est un peu une conférence, une partie de la conférence dédiée aux enfants qui est chère à notre cœur. C'est compliqué de savoir comment apprendre le métier aux personnes les plus jeunes alors qu'on a un métier qui est en train de changer. C'est puis même quand on a des enfants, enfin voilà, c'est des sujets vertigineux. Effectivement, la question de comment ces révolutions-là, elles vont impacter les travails qui sont dispo, les emplois qui vont être disponibles, comment ça va changer même la façon d'apprendre, parce que du coup, moi je vois plein de gens, et puis même nous, tu discutes avec ton AI qui est en gros la base de connaissances de l'univers, et tu vas lui poser des questions, mais en même temps, qu'est-ce qui va remplacer un professeur de philosophie passionné par le sujet qui va t'inspirer des choses ? Comme tu dis, le côté humain, il reste super important. Donc je pense qu'on va apprendre, je pense qu'il va y avoir des abus, je pense qu'il va y avoir Je sais pas comment ça va évoluer, mais effectivement, je pense que quand même toutes ces révolutions-là, elles vont changer la quantité d'emplois disponibles. Vous en parliez avec Pierre. Je pense que quand même, je sais pas, ça peut quand même diminuer. On le voit quand même, il y a des grosses vagues de layoffs, donc ça peut avoir de l'impact. Ça dépend les métiers, mais ça va quand même changer la typologie du marché de l'emploi. Ça va changer la façon dont on apprend. Et donc, du coup, il y a des super use cases. Et puis, il y a peut-être des use cases où, encore une fois, c'est pas parce qu'on peut discuter avec une AI qu'on doit. Je sais pas, est-ce que tu vas remplacer ton psy par une AI, ou est-ce que tu vas remplacer, encore une fois, certains domaines très humains par une AI, pas forcément toujours. Et puis, on va apprendre. Mais moi, je trouve ça vertigineux. Je pense qu'on est au début de l'histoire. J'imagine qu'on va trouver des justes milieux et qu'on va trouver une bonne formule, mais ça va secouer. Voilà. En effet. Merci beaucoup, Sébastien, pour toute cette discussion. J'ai 2 dernières questions pour toi qui sont les questions rituelles de ce podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeuristes ? Alors, il y en a 2. 2 bouquins. Un que j'ai lu récemment. Comme je t'ai dit, que je me suis mis un peu tard à l'AI et du coup, moi, j'aime bien
maîtriser un sujet. Et donc, j'ai senti le besoin de me mettre à niveau sur les bases, tout ce qui est machine learning, deep learning. Et en allant regarder les bouquins qui étaient dispo, j'ai vu qu'il y avait un bouquin, Quand la machine apprend, par Yann LeCun, qui est donc une des sommités de l'AI, qui était avant chez Facebook, qui maintenant est revenu sur Paris pour fonder une grosse start-up avec plus d'1 milliard de budget. Et ce que je trouve fascinant dans ce bouquin-là, c'est que du coup, Yann LeCun, il est considéré comme un des papes de l'AI. Ce bouquin, il n'est pas disponible en anglais. Donc en fait, mes collègues US, etc., il y en a qui sont hyper frustrés parce qu'ils ne peuvent pas lire ce bouquin par un pape de l'AI parce que c'est disponible en français, en chinois, une autre langue je crois, mais vraiment pas dispo pour l'instant en anglais. Alors peut-être le traduire avec de l'AI, mais en tout cas ça ne sera pas pareil. Et l'autre truc fascinant, c'est que c'est un bouquin qui a été écrit avant ChatGPT. C'est-à-dire qu'il retrace sa carrière, il parle des fondations mathématiques du machine learning, il t'explique un peu, il permet d'avoir une compréhension intuitive de l'AI, moi ce que je cherchais à avoir, avec des comparaisons sympas, avec tout ce qui est topologie, cartographie topologique, etc. Et en même temps, il parle aussi de sa carrière, de son histoire, mais en fait, c'est un bouquin qu'il a écrit, je crois, en 2019, tu vois. Okay. Et donc, du coup, ça s'arrête avant la révolution de l'AI générative, etc. Et donc, c'est marrant de voir ses prédictions. Ces prédictions, du coup, dont certaines étaient pertinentes avec tout ce qui s'est passé derrière, ces comparaisons entre comment fonctionne ton cerveau et puis comment fonctionne tout ce qui est ce machine learning, etc. Donc, moi, j'ai trouvé ce bouquin passionnant. Il y a une partie un peu mathématique que je vous encourage peut-être à passer un peu parce que toute la partie calcul matriciel, elle pique un peu. Mais ça donne une bonne compréhension intuitive de ces sujets, ça donne une compréhension de l'histoire du machine learning. Et je trouve fascinant que ce soit disponible en français et pas en anglais. Canon. Et l'autre bouquin, c'est une de mes autres passions dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais c'est WebAssembly. Et donc le bouquin, c'est The Art of WebAssembly par Rick Battagline. On pourra mettre peut-être le lien et le nom dans les notes. Moi, en tant que développeur, j'aime bien toucher du doigt tout ce qui est le boulot de compiler engineer, de comprendre, tu vois, le bytecode, les choses bas niveau. Même maintenant avec l'AI, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc, WebAssembly, c'est un peu une technologie qui est un peu le bytecode du web. C'est une technologie que je trouve super intéressante, surtout moi bossant sur la JVM. Et donc, ce bouquin-là, il t'apprend à écrire directement du WebAssembly, donc il ne nécessite pas la connaissance d'un langage de programmation en particulier. Tu vas écrire du WebAssembly avec une variante textuelle quand même faite pour nos autres pauvres humains qui s'appelle le Watt, qui va être ensuite traduit en bytecode, mais de manière très très directe. Et donc, tu apprends un peu à écrire du code machine WebAssembly. Et je trouve ça passionnant parce que ça donne un peu une culture de compiler engineer sans forcément avoir les bases techniques, mathématiques ou en termes de formation. Et du coup, à la fin, tu fais un petit jeu, tu vois, en écrivant de l'assembleur pour le web. Voilà. Et c'est très, très fun, très didactique. Et j'encourage tout le monde voilà, parce que ça t'apprend aussi à comprendre comment fonctionnent ces technologies-là, WebAssembly. Moi, je me suis bien amusé en lisant ça. Canon. On mettra effectivement les liens en description pour tout le monde. Dernière question, la plus importante de ce podcast. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation, Sébastien ? Eh bien, je suis clairement tabulation, puisqu'une des caractéristiques du projet Spring, c'est de vraiment utiliser les tabulations de partout. Alors, je sais que les utilisateurs de Spring sont principalement avec des espaces. Sur Start.Spring.io, on génère des projets avec des templates par défaut avec des espaces. Mais nous, sur Spring, on est clairement tabulation et on est fiers d'être dans cette team-là. Très bien. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, Bruno. Et merci à tous d'avoir participé à cette discussion. Les soft skills, c'est un sujet effectivement qui est hyper important, qui est encore plus important, comme on l'a dit maintenant à l'ère de l'IA, où le sujet technique n'est peut-être pas la prédominance de notre métier. Donc, sachez écouter, sachez vous exprimer, sachez convaincre. C'est des trucs importants. Et puis, il y a eu plein de conseils de la part de Sébastien sur comment progresser. Il faut sortir de sa zone de confort. Merci beaucoup aussi de partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR.
Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.